Les États-Unis et l'Iran entretiennent l'une des relations les plus compliquées et les plus controversées au monde. Les États-Unis sont la superpuissance la plus prééminente du monde avec une population de plus de 320 millions d'habitants, tandis que l'Iran est une grande puissance à part entière avec une population de plus de 80 millions d'habitants. Ces pays représentent 4% et 1% de la population humaine vivante. Et depuis 41 ans, ils n'ont absolument aucune relation diplomatique et sont passés tout près d'une guerre totale à plusieurs reprises. Au début de l'année 2020, la guerre entre les deux camps semblait presque inévitable. Les États-Unis ont assassiné un général de division iranien dans une frappe de drone, et l'Iran a riposté en lançant des frappes d'artillerie contre des bases militaires américaines à travers l'Irak. Si une guerre avait éclaté à ce moment-là, elle aurait eu le potentiel de devenir le plus grand conflit de l'histoire de l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette fois, ce destin a heureusement été évité. Mais pour comprendre à quel point on est passé près et pourquoi cela pourrait encore arriver lors d'une prochaine crise, il faut comprendre toute l'histoire du conflit entre l'Amérique et l'Iran jusqu'à présent. Et cette histoire commence bien avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Au tout début du XXe siècle, le pétrole a été découvert pour la première fois dans les déserts d'Iran par les Britanniques. Au fur et à mesure que ces découvertes se multipliaient, il est apparu que l'Iran possédait en réalité les quatrièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole de la planète et que le pays était une superpuissance énergétique méconnue et inexploitée. Le seul problème pour les Britanniques, bien sûr, était que ces découvertes se trouvaient à l'intérieur de l'Iran, et l'Iran ne faisait pas partie du vaste empire colonial britannique qui couvrait déjà un quart du globe. Peu inquiet de ce petit détail gênant, la Grande-Bretagne a négocié un accord avec l'Iran pour partager les énormes profits qui allaient découler de l'extraction de tout ce pétrole. Ils ont créé la compagnie pétrolière anglo-iranienne détenue conjointement, mais elle n'était pas du tout équitable. L'Iran, le pays où se trouvait réellement tout ce pétrole, n'avait droit qu'à 16% des bénéfices de la compagnie, alors que les 84% restants allaient directement aux Britanniques. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Anglo-Iranian Oil Company était devenue la plus grande entreprise de tout l'Empire britannique et contrôlait la totalité du pétrole iranien. Mais cet actif d'une valeur immense commençait à être menacé. Le mécontentement face aux conditions injustes de la compagnie grandissait en Iran même. Dans le même temps, en 1941, l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique et ouvrit le plus grand front militaire jamais vu dans l'histoire de l'humanité. L'Iran se trouvait géographiquement sur le flanc sud de l'Union soviétique, et ses intentions étaient considérées comme suspectes par les Britanniques comme par les Soviétiques. Bien qu'ayant déclaré sa neutralité au début de la guerre, le Shah régnant ou empereur d'Iran était largement considéré par les Alliés comme trop proche des nazis. Si l'Iran avait coopéré avec l'Axe, cela aurait pu ouvrir un nouveau front sud pour les Soviétiques auraient dû gérer, détournant des troupes vitales du front et décisif. Cela aurait pu mettre en danger les propres champs pétrolifères soviétiques du Caucase, juste à la porte de l'Iran. Et cela aurait potentiellement placé la plus grande compagnie pétrolière britannique entre les mains des nazis. Donc, pour empêcher que tout cela n'arrive et pour s'assurer que l'Iran puisse servir de couloir de transport pour acheminer des approvisionnements vitaux vers l'Union soviétique, l'Iran neutre a été envahi à la fois par les Soviétiques et par les Britanniques. Largement surpassé en nombre et très en retard technologiquement, l'Iran n'a jamais eu la moindre chance et s'est rendu en une semaine seulement. Le vieux Shah gênant a été renversé et remplacé par les envahisseurs par son fils beaucoup plus jeune de 21 ans, Mohammad Reza Pahlavi, que les Alliés jugeaient bien moins capables d'agir contre leurs intérêts. L'Iran a été effectivement occupé pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale par les Alliés, ce qui a finalement vu le déploiement de plus de 30 000 Américains et le transit de près d'un tiers de tous les approvisionnements que l'Amérique a envoyés à l'Union soviétique. Après la fin de la guerre, les Alliés sont partis et ont mis fin à leur occupation. Mais les conditions injustes que les Britanniques avaient établies concernant le pétrole iranien ont été remises en question. Au début des années 1950, la Grande-Bretagne empochait encore la majorité des bénéfices du pétrole iranien. Pendant ce temps, les conditions des travailleurs pétroliers iraniens et de leurs familles restaient épouvantables, en même temps que les Britanniques refusaient de montrer les comptes de la compagnie aux Iraniens et rejetaient toutes leurs demandes d'audit. Le soutien à la nationalisation de la compagnie était devenu massivement majoritaire en Iran. Et en 1951, le premier ministre iranien démocratiquement élu Mohammad Mossadegh, avec l'approbation unanime du Parlement iranien, l'a finalement nationalisé. La Grande-Bretagne a répondu en imposant immédiatement un embargo sur tout le pétrole iranien. Et puis 2 ans plus tard, en 1953, les services secrets britanniques MI6 et la CIA américaine ont organisé un coup d'État militaire dans le pays pour renverser le gouvernement de Mossadegh.
Jusqu'à 300 Iraniens ont été tués pendant le coup d'État. Mossadegh lui-même a été placé en résidence surveillée pour le reste de sa vie, tandis que le Shah a été élevé au rang de dictateur autoritaire dans le pays, son poste ayant été installé et garanti 2 fois par les puissances occidentales. Désormais, le Shah était largement perçu en Iran comme une simple marionnette de l'Occident. Et alors que la guerre froide naissait des cendres de la Seconde Guerre mondiale, la position stratégique de l'Iran sur le flanc sud de l'Union soviétique, ses immenses réserves stratégiques de pétrole et son dirigeant autoritaire qui devait sa position et sa loyauté à l'Occident faisaient de l'Iran un allié naturel et précieux des États-Unis pour la toute première fois. Le Shah a mené une politique étrangère résolument pro-américaine et pro-israélienne. Et pendant des décennies, l'Iran est devenu l'un des alliés les plus importants de l'Amérique pendant l'ère de la guerre froide. Mais au fil des décennies, les politiques du Shah et ses relations étroites avec l'Occident ont aliéné une grande partie de son soutien dans son propre pays. Il dirigeait un vaste réseau de police secrète dans le pays qui arrêtait des milliers d'opposants politiques et beaucoup d'autres, comme l'ayatollah Khomeini, étaient exilés. Des cas généralisés de torture de dissidents politiques en prison ont été signalés. Il a interdit le Parti communiste iranien. Il a maintenu des relations amicales avec l'Amérique et Israël alors que presque aucun autre pays du monde islamique ne reconnaissait même Israël, tout en menant une politique intérieure de modernisation, de sécularisme et d'émancipation des femmes. Toutes ces politiques combinées ont aliéné les gauchistes iraniens, la classe ouvrière et les conservateurs et le clergé chiite radicaux. Et à la fin des années 1970, le long malaise politique iranien s'était transformé en révolution à grande échelle. Un cinéma a été incendié à Abadan, tuant au moins 420 personnes, le régime du Shah accusant des insurgés marxistes et islamistes tandis que beaucoup de manifestants pensaient qu'il s'agissait plus probablement de la police secrète du Shah lui-même. Le mois suivant, les manifestants se sont rassemblés sur la grande place de la capitale, Téhéran, et l'armée du Shah a tiré à balles réelles dans la foule, tuant et blessant des centaines de personnes supplémentaires. Plus de 5 millions d'Iraniens sont descendus dans les rues pour exiger l'abdication du Shah. Et après que les désertions dans son armée sont devenues massives, Mohammad Reza Pahlavi a compris que sa position était intenable et il a fui le pays en exil au début de l'année 1979. Le nouveau gouvernement radical chiite islamiste qui a remplacé le régime du Shah a immédiatement aboli la monarchie et a invité l'ayatollah Khomeini à revenir dans le pays après 15 ans d'exil pour devenir le nouveau guide suprême de l'Iran. Et la moderne République islamique d'Iran est née. Et ce nouveau régime iranien était radicalement différent de celui qui l'avait précédé. C'était une théocratie chiite totalitaire farouchement opposée aux États-Unis et à Israël, et des exécutions de masse et des purges d'opposants politiques et de membres de l'ancien régime ont été menées presque immédiatement. Pour les États-Unis et le reste du monde, la révolution islamique iranienne a été un choc énorme. Du jour au lendemain, l'Iran était passé de l'un des plus importants alliés moyen-orientaux de l'Amérique à son pire ennemi moyen-oriental. Après le renversement du Shah, les États-Unis l'ont accueilli sur leur sol pour une opération contre le cancer. Le nouvel Iran a exigé qu'il soit extradé pour être jugé pour les crimes qu'il avait commis pendant son règne contre le peuple iranien. Sachant que son retour signifierait une exécution certaine, les États-Unis ont rejeté toutes les demandes de l'Iran. Mais cela n'a pas calmé la paranoïa révolutionnaire iranienne puisque le Shah se trouvait activement en Amérique. Et comme les puissances occidentales avaient déjà organisé 2 coups d'État dans le passé pour l'installer contre la volonté du peuple iranien, la peur était généralisée que l'Amérique et la CIA puissent préparer un 3e coup d'État depuis leur ambassade à Téhéran. Et donc, en novembre 1979, des milliers de révolutionnaires et d'étudiants iraniens ont pris d'assaut l'ambassade américaine et ont pris 52 diplomates et civils américains en otage. L'Amérique a finalement envoyé le Shah en Égypte pendant que l'administration Carter travaillait pendant des mois pour obtenir la libération des otages. Mais quand la diplomatie n'a rien donné, Carter a autorisé un raid des Rangers de l'armée américaine en avril 1980 pour tenter une opération de sauvetage. Mais le raid a tourné au désastre. Nommé Opération Eagle Claw, un hélicoptère s'est écrasé sur un avion de transport avant même tout contact avec les Iraniens et 8 soldats américains ont perdu la vie. Carter a ordonné l'abandon de la mission et les otages sont restés sous contrôle iranien. C'est à ce moment-là que les États-Unis ont décidé de rompre toute relation diplomatique avec le nouveau régime iranien, et elles sont gelées depuis. Mais quelques mois plus tard, quelque chose d'autre d'incroyable et d'inattendu s'est produit. En septembre 1980, l'Irak de Saddam Hussein a lancé une invasion totale de conquête contre l'Iran. Pendant des années,
Saddam avait voulu que l'Irak dépasse et remplace l'Iran comme puissance dominante dans le riche golfe Persique. Mais il n'avait jamais pu rien y faire parce que l'Iran avait une armée colossalement plus grande et le soutien de l'Amérique et d'Israël, ce qui la rendait bien plus puissante. Mais après que l'Iran a été plongé dans le chaos par sa révolution et son changement de régime avec des purges et exécutions massives de responsables, et après avoir été abandonné par l'Amérique et Israël et se retrouver sans aucun allié étranger majeur, Saddam a calculé que c'était le meilleur moment pour profiter de la situation et attaquer. L'Irak s'attendait à une victoire rapide. Mais la guerre qui a suivi s'est transformée en une impasse de 8 ans qui ressemblait le plus au front occidental de la Première Guerre mondiale. Après la massive invasion irakienne, l'Iran a dû réévaluer la situation des otages américains, et ils ont accepté de libérer les 52 otages aux États-Unis après les avoir détenus pendant 444 jours. L'Amérique a imposé de lourdes sanctions économiques à l'Iran en conséquence et a ensuite commencé à fournir massivement approvisionner Saddam et l'Irak dans leur effort de guerre qu'ils espéraient voir déstabiliser encore plus l'Iran. La guerre Iran-Irak allait finalement s'avérer être l'une des plus grandes et des plus sanglantes de la seconde moitié du XXe siècle avec jusqu'à 400 000 Iraniens perdant la vie sur le front, en partie à cause du large déploiement d'armes chimiques et de mines terrestres par l'Irak qui étaient massivement fournies et soutenues en armes conventionnelles par les États-Unis. Tout au long de la guerre, les États-Unis ont soutenu que le Hezbollah, une organisation militante islamiste chiite opérant depuis le Liban et cliente de l'Iran, avait mené plusieurs attentats terroristes anti-américains dans la région. En 1983, ils ont fait exploser l'ambassade américaine à Beyrouth, tuant 17 Américains. Et plus tard la même année, ils ont commis un autre énorme attentat à la camionnette piégée contre les casernes d'un compound militaire au Liban, tuant 241 soldats américains supplémentaires et 58 soldats français. Ces événements et d'autres ont conduit les États-Unis à placer l'Iran sur leur liste des États soutenant le terrorisme l'année suivante, en 1984. En avril 1988, la guerre Iran-Irak faisait encore rage et l'Iran avait miné une grande partie du golfe Persique pour contrer la marine irakienne. Une frégate américaine qui passait par là a heurté une de ses mines et a été gravement endommagée et a failli couler, mais sans perte humaine. Quoi qu'il en soit, l'Amérique a décidé de lancer une attaque de représailles contre des cibles iraniennes et a déclenché l'opération Praying Mantis. C'était la plus grande opération de combat naval américaine depuis la Seconde Guerre mondiale, et elle a vu 2 groupes de surface américains lancer des frappes coordonnées qui ont détruit 2 plateformes pétrolières offshore iraniennes et coulé 6 de leurs navires de guerre. L'attaque a détruit ou gravement endommagé la moitié de toute la flotte iranienne et tué 56 Iraniens tout en ne causant que 2 morts américains. Seulement 3 mois plus tard, en juillet 1988, un croiseur américain s'est égaré dans les eaux territoriales iraniennes et a reçu des tirs de semonce de vedettes rapides iraniennes. Au même moment, le vol Iran Air 655 qui suivait son itinéraire normal au-dessus du détroit d'Ormuz depuis Téhéran vers Dubaï se trouvait à ce moment-là au-dessus des eaux territoriales iraniennes. Le croiseur américain a confondu cet avion commercial avec un chasseur iranien. Et pensant qu'il pouvait être attaqué, ils ont lancé un missile qui a visé et complètement détruit l'avion entier. Il y avait 290 personnes à bord de ce vol et 290 d'entre elles étaient iraniennes. Aucune n'a survécu à l'impact du missile, et c'était l'incident d'abattage aérien le plus meurtrier de l'histoire jusqu'au terrible abattage du vol Malaysia Airlines 17 au-dessus de l'Ukraine par des rebelles pro-russes plus d'un quart de siècle plus tard. Ces événements mortels entre les deux camps ont fortement fait monter les tensions entre l'Amérique et l'Iran, et chacun estimait que l'autre lui avait causé un tort grave. En 1995, l'administration Clinton a instauré un embargo total sur toute relation commerciale avec l'Iran par toute entreprise basée aux États-Unis, ce qui a efficacement tué tout commerce entre les 2 pays. En 1996, le client iranien Hezbollah a commis un nouvel attentat terroriste contre une cible américaine en Arabie Saoudite, tuant cette fois 19 membres de l'US Air Force et blessant près de 500 autres personnes. Et puis 5 ans plus tard sont arrivés les attentats du 11 septembre. Seulement 4 mois après le 11/9, le président américain Bush a prononcé son discours sur « l'axe du mal », dans lequel il a regroupé l'Iran, l'Irak de Saddam et la Corée du Nord comme un axe du mal complotant contre l'Amérique. Un peu plus d'1 an après ce discours, les États-Unis ont utilisé le prétexte que Saddam possédait des armes de destruction massive pour envahir l'Irak et renverser complètement son régime en environ 1 mois. Aucune arme de destruction massive n'a jamais été découverte et le message envoyé à l'Iran comme à la Corée du Nord était clair comme de l'eau de roche. Soit vous développez l'arme nucléaire, soit vous serez les prochains. La Corée du Nord a réussi à tester une bombe atomique seulement 3 ans après l'invasion américaine de l'Irak.
L'Iran a quant à lui accéléré ses propres recherches sur l'arme nucléaire. Cependant, les États-Unis ont fait comprendre qu'un Iran doté de l'arme nucléaire ne serait jamais toléré, et un mélange de sanctions et de diplomatie a été utilisé pendant des années pour essayer de convaincre l'Iran d'arrêter. En 2015, l'administration Obama a réussi à négocier le plan d'action global commun, plus connu sous le nom d'accord sur le nucléaire iranien. Les termes du traité sont complexes, mais en résumé, les États-Unis ont accepté de lever une vaste série de sanctions qu'ils avaient imposées à l'Iran, tandis que l'Iran a accepté d'abandonner sa quête nucléaire et d'autoriser des inspections étrangères régulières. Les relations entre l'Iran et l'Amérique commençaient à montrer quelques signes de rapprochement. Mais ensuite les choses ont pris un nouveau tournant inattendu. En 2016, Donald Trump a été élu nouveau président des États-Unis sur une plateforme qui incluait la promesse de retirer complètement les États-Unis de l'accord nucléaire iranien et de rétablir des sanctions économiques plus dures. En 2018, Trump a tenu ses promesses de campagne et l'Iran a menacé en retour de reprendre son programme nucléaire et même de fermer le détroit d'Ormuz à la navigation internationale si les choses dégénéraient davantage, ce qui aurait complètement fait s'effondrer l'économie pétrolière mondiale. Les relations entre les deux étaient à nouveau tendues et puis les choses ont empiré l'année suivante. En mai et juin 2019, plusieurs navires marchands traversant le golfe Persique ont été endommagés lors de 2 incidents violents distincts. L'Occident a accusé l'Iran et l'Iran a nié toute implication. En juin, l'Iran a abattu un drone américain qui survolait le détroit d'Ormuz et les tensions ont encore monté. Et puis en juillet, un pétrolier iranien a été saisi par le Royaume-Uni alors qu'il passait par le détroit de Gibraltar sous prétexte qu'il livrait du pétrole au régime de Bachar el-Assad en Syrie en violation directe des sanctions européennes. L'Iran a riposté en capturant un pétrolier britannique et en prenant son équipage en otage alors qu'il passait plus tard dans le golfe Persique. Les deux côtés ont finalement libéré les navires et équipages de l'autre, mais il était clair que les tensions atteignaient un point d'ébullition. Et puis elles ont dramatiquement explosé à la fin de l'année. Le 27 décembre 2019, une attaque à la roquette sur la base militaire américaine en Irak a tué un entrepreneur civil américain et blessé 4 autres soldats. L'Amérique a accusé l'attaque au Hezbollah et à d'autres milices chiites islamistes soutenues par l'Iran, bien que le Hezbollah et l'Iran aient nié toute responsabilité. À ce moment-là, il y avait environ 5000 soldats américains stationnés en Irak qui aidaient dans le combat continu contre l'État islamique. Et 2 jours plus tard, le 29, ils ont décidé de lancer une frappe de représailles contre les dépôts d'armes et centres de commandement du Hezbollah en Irak et en Syrie. Ces frappes aériennes américaines ont tué 25 miliciens affiliés au Hezbollah et en ont blessé près de 60 autres, faisant encore monter l'escalade. Quelques jours plus tard, le 31 décembre, des miliciens soutenus par l'Iran ont pris d'assaut et attaqué l'ambassade des États-Unis à Bagdad. L'ambassade a été fortement vandalisée, mais personne n'a été tué des deux côtés, et les États-Unis ont à nouveau accusé l'Iran de la provocation. Et puis est arrivé le 3 janvier 2020 où les tensions déjà très élevées ont atteint des niveaux jamais vus auparavant. Qassem Soleimani, général de division iranien considéré comme la 2e personnalité la plus puissante du régime iranien, venait d'arriver à Bagdad en avion. Il devait rencontrer le Premier ministre irakien plus tard dans la journée. Mais alors qu'il quittait l'aéroport de Bagdad dans un convoi de véhicules, un drone américain qui survolait la zone a tiré une série de missiles qui les a complètement détruits. Cette frappe de missiles avait été personnellement autorisée et ordonnée par le président Donald Trump lui-même et a entraîné la mort de Soleimani et de 9 autres personnes. Cet événement a profondément changé la crise entre l'Iran et les États-Unis. C'était la première fois que l'Amérique assassinait un haut chef militaire d'un grand pays étranger depuis le complot pour tuer l'amiral Isoroku Yamamoto de la marine impériale japonaise en 1943, qui avait été le cerveau de l'attaque de Pearl Harbor. 2 jours plus tard, l'Iran a annoncé qu'il ne respecterait plus aucune des conditions de l'accord nucléaire de 2015 et a exigé que l'Irak expulse toute présence américaine de son territoire. Et puis le 8 janvier, 5 jours après la mort de Soleimani, l'Iran a lancé sa propre frappe de représailles contre l'Amérique, baptisée Opération Martyr Soleimani. L'Iran a lancé plusieurs frappes de missiles balistiques contre 2 bases militaires américaines en Irak, et le monde entier a retenu son souffle. C'était le moment où l'Amérique et l'Iran sont passés le plus près d'une guerre totale. Et la crise aurait très facilement pu dégénérer en cela. L'Amérique avait déjà rapidement déployé des milliers de soldats dans le golfe Persique depuis la côte américaine dans les jours entre la mort de Soleimani et cette attaque d'artillerie iranienne, mais heureusement personne n'a été tué par celle-ci. Les bases ont subi d'importants dommages aux bâtiments et infrastructures, mais tout le monde présent est resté en vie.
Et cela a été une sorte de bénédiction parce que cela a donné à l'Iran et à l'Amérique la possibilité de désescalader sans perdre la face. L'Iran a pu paraître fort et puissant en tirant des roquettes sur des cibles américaines. Et sans aucune victime, l'Amérique a eu la possibilité de ne pas riposter, ce qu'elle a choisi de faire. Malheureusement, la tragédie a quand même réussi à frapper. Bien que l'Iran ait probablement conçu l'attaque exprès pour ne pas faire de victimes américaines, l'Iran ne savait pas forcément que les États-Unis n'allaient pas riposter, et ses batteries antiaériennes à travers le pays étaient en alerte maximale pour toute réponse. L'une de ces batteries a détecté ce qu'elle a cru être un missile de croisière américain sur son radar, et elle a tiré 2 missiles solaires dessus. Il s'est avéré que la cible n'était pas du tout un missile de croisière, mais simplement un avion de ligne commerciale régulier qui venait de décoller de l'aéroport international de Téhéran quelques minutes plus tôt. L'avion en question était le vol 752 d'Ukraine International Airlines, en route de Téhéran vers Kiev avec 176 personnes à bord. Les missiles iraniens ont complètement détruit l'avion et tué tout le monde à bord, dont 82 citoyens iraniens et 63 citoyens canadiens. Au début, le gouvernement iranien a nié toute responsabilité et a tenté de couvrir la catastrophe en accusant une défaillance technique de l'avion lui-même. Mais après avoir suscité des soupçons en refusant l'accès au site du crash aux enquêteurs, le gouvernement a fini par admettre avoir abattu l'avion par erreur quelques jours plus tard, le 11 janvier. Cette tentative de camouflage a déclenché des manifestations massives à travers l'Iran contre le régime, et le bord de la guerre contre les États-Unis venait tout juste d'être évité de justesse. Des centaines d'innocents sont morts à cause du conflit entre l'Iran et les États-Unis en 2020. Mais bien sûr, cela aurait toujours pu être bien pire. Si le conflit avait dégénéré d'une quelconque des innombrables façons possibles, une guerre totale aurait pu éclater et aurait entraîné la mort de beaucoup plus de gens. Je ne peux qu'espérer que la paix entre mon pays et l'Iran pourra être maintenue à l'avenir. Mais en même temps, je suis conscient de la précarité de cette paix et de toute l'histoire qui se cache derrière. Et j'ai peur qu'un jour dans le futur, nous n'ayons pas autant de chance relative qu'au début de l'année 2020. Vous pouvez encore m'aider en vous abonnant, comme toujours, merci infiniment d'avoir regardé.